dans 1978, John Madden a pris une décision qui a provoqué une onde de choc dans toute la NFL. À seulement 42 ans, il s'est retiré du métier d'entraîneur au sommet de son pouvoir. La plupart des gens ont supposé que c'était à cause de sa santé, du stress, des ulcères, du tribut visible, que le jeu avait fait payer à son corps. Pendant des décennies, cette explication a été acceptée sans poser de questions. Mais des enregistrements audio récemment découverts racontent une histoire très différente. Lors d'une réunion privée avec les dirigeants de la Ligue, Madden a parlé avec une honnêteté qui a stupéfié la salle. Il a soulevé de graves préoccupations concernant la sécurité des joueurs, la corruption interne et l'influence croissante de l'argent sur la vie humaine. Ce qu'il a dit était si direct, si menaçant pour l'image publique et l'avenir financier de la Ligue que les dirigeants ont voulu le renvoyer immédiatement. Les mots qu'il a prononcés ce jour-là ont eu le pouvoir de démanteler la NFL de l'intérieur. La Ligue a enterré l'histoire. Pendant 45 ans, elle est restée dans l'ombre, considérée comme une rumeur et une fausse piste. Aujourd'hui, la vérité commence enfin à faire surface et oblige à faire le point sur le coût réel du jeu que Madden aimait tant. L'histoire de John Madden commence tranquillement, presque banalement, comme les premiers pas d'une route dont personne ne sait encore qu'elle sera importante. Il est né le 10,1936, avril à Austin dans le Minnesota, dans une famille catholique de la classe ouvrière fondée sur la discipline, la routine et le travail physique. Son père, Earl Madden, gagnait sa vie en réparant des voitures, tandis que sa mère Mary restait à la maison et assurait la cohésion de la famille. Ce n'étaient pas des gens qui cherchaient à attirer l'attention. Ils croyaient que le travail parlait plus fort que les promesses, et cette conviction s'est profondément ancrée en John dès son plus jeune âge. Lorsque John avait 5 ans, sa famille a emballé le peu qu'elle possédait et s'est installée à l'ouest à Daly City, juste au sud de San Francisco. Ils espéraient y trouver des opportunités ou au moins de l'espace pour respirer. Son enfance y a été modeste, stable et ancrée. Il a grandi entouré de personnes qui valorisaient le fait de se montrer chaque jour, de bien faire son travail et de ne pas se plaindre lorsque les choses étaient difficiles. Ces valeurs ont façonné sa façon de voir le monde et ne l'ont jamais quitté. Au lycée Jefferson, le football est devenu la première chose qui l'a vraiment fait avancer. Il n'était pas le joueur le plus rapide, ni le plus naturellement doué. Ce qui le distinguait, c'était son refus d'abandonner. Les entraîneurs ont remarqué que peu importe sa fatigue ou la douleur d'un jeu, il le terminait. Cette ténacité est devenue sa signature bien avant que quelqu'un ne connaisse son nom. Ce même esprit l'a porté jusqu'à l'université, bien que son chemin n'ait pas été direct. Il a fréquenté l'Oregon, puis le San Mateo Junior College, puis le Grace Harbor College, avant d'atterrir à Cal Poly, San Luis Obispo. À Cal Poly, il a joué des deux côtés du ballon en attaque et en défense, gagnant une place de titulaire sur le côté gauche de la ligne. Il s'est poussé sans relâche dans les exercices, absorbant le jeu sous toutes ses coutures. Sa saison senior se déroulait sans encombre jusqu'en octobre 1958, lorsqu'une fracture de la clavicule l'a frappé alors qu'il lui restait 4 matchs à jouer. Malgré cela, il a refusé de disparaître. En janvier 1959, il a participé au All-American Bowl et a reçu les éloges du Sporting News. La douleur et la reconnaissance sont arrivées ensemble, lui apprenant ce que cela signifiait d'être négligé, blessé, mais toujours censé être performant. Ces leçons ont plus tard façonné sa profonde empathie pour les joueurs qui mènent leur propre bataille silencieuse. Madden a abordé l'université avec à la fois du cran et de la curiosité intellectuelle. L'un de ses projets de recherche portait sur la manière dont la musculation pouvait augmenter la vitesse et la longueur de la foulée, révélant ainsi le fonctionnement de son esprit. Il se demandait toujours pourquoi, cherchant toujours à comprendre le jeu au-delà de l'instinct. Il a quitté Cal Poly sans avoir battu des records ou fait la une des journaux nationaux, mais avec quelque chose de bien plus durable. Il avait appris la résilience, la patience et le leadership. Ces traits de caractère l'ont suivi partout. Puis est arrivé un moment qui a ressemblé au destin. Lors de la 1958 NFL Draft, John Madden est sélectionné par les Philadelphia Eagles au 21e tour. C'est un choix tardif, mais pour lui c'est tout. Il arrive au camp d'entraînement en août 1959, déterminé à gagner sa place. Une mêlée a changé sa vie à jamais. Une déchirure des ligaments du genou a mis fin à sa carrière avant même qu'elle ne commence vraiment. Il n'a jamais joué un seul match de la saison régulière de la NFL. Pour beaucoup, cela aurait marqué la fin du rêve. Pour Madden,
cela a discrètement ouvert une autre porte. Pendant sa rééducation, il passe de longues heures dans la salle de cinéma aux côtés de Norm Van Brocklin, l'un des plus grands esprits du football de son époque. Madden étudie les bandes de manière obsessionnelle. Il apprend à déceler les schémas, les intentions et les vulnérabilités cachées dans chaque formation et chaque mouvement. Ce qui ressemblait initialement à une dévastation s'est lentement transformé en un but. En 1960, il se lance dans l'entraînement au Allan Hancock College, un petit collège où l'on joue au football pour l'amour du jeu plutôt que pour la gloire. Il commence comme entraîneur adjoint, apprenant à enseigner plutôt qu'à performer. Dès 1962, il est promu entraîneur principal. Sa première saison se solde par un bilan de 4-5, mais les fondations sont en train de se former. L'année suivante, tout se met en place. L'équipe 1963 termine 8-1, invaincue en conférence et se classe au 9e rang national des junior college. Madden construit ce succès grâce à d'interminables séances de cinéma, des instructions simplifiées et la confiance en des joueurs qui n'ont jamais été traités comme des stars. Il exige la compréhension et non l'obéissance aveugle. Les joueurs le sentaient, ils se sentaient vus. Ce schéma a suivi Madden tout au long de sa vie. En 1964, il est passé à l'Université d'État de San Diego pour travailler sous la direction de Don Coryell, une future légende de la NFL. Madden a servi de coordinateur défensif pour un programme sans recrue d'élite, mais de 1964 à 1966, les Aztèques ont compilé un record de 26-4 et sont devenus l'une des équipes les plus fortes des petites universités du pays. Ces schémas défensifs étaient créatifs et précis. Ces séances de cinéma étaient intenses et inoubliables. Les joueurs se souvenaient de la façon dont il donnait de l'importance à chaque action, dont il exigeait de la clarté plutôt que de vagues efforts. En travaillant aux côtés de Coryell et d'un jeune Joe Gibbs, Madden a appris comment la préparation et l'imagination pouvaient l'emporter sur le talent brut. Sa croyance en l'enseignement s'est encore renforcée. Pour Madden, le football était une salle de classe. Il décomposait les idées complexes en vérités simples. Il répétait les principes fondamentaux jusqu'à ce que tout le monde les comprenne parfaitement. Il pensait que chaque joueur méritait de connaître non seulement son rôle, mais aussi les rôles de ceux qui l'entouraient. Cette approche a permis d'instaurer une confiance et une responsabilité rarement vues à l'époque. Des années plus tard, les fans reconnaîtraient la même clarté dans ses émissions et même dans le jeu vidéo Madden NFL qui reflétait son désir de toute une vie d'enseigner le sport honnêtement. Puis vint le saut qui stupéfia le monde du football. En février 1969, à seulement 32 ans, John Madden fut nommé entraîneur principal des Oakland Raiders. Personne d'aussi jeune n'avait jamais dirigé une équipe professionnelle de football dans l'AFL ou la NFL. Il avait rejoint les Raiders seulement 2 ans plus tôt en tant qu'entraîneur des linebackers et les avait aidés à remporter le Super Bowl II. Soudain, il était responsable d'une équipe débordante de talent d'ego et de chaos. Les Raiders étaient tristement célèbres. Ils jouaient sur le fil du rasoir, frappaient tard et vivaient encore plus intensément en dehors du terrain. Madden n'a pas essayé de les contrôler par la peur ou une discipline rigide. Au contraire, il leur a offert le respect. Il a dit à ses joueurs de jouer dur le dimanche et de vivre leur vie comme ils l'entendaient. Cette confiance les a liés à lui. De manière surprenante, malgré leur réputation, les Raiders se sont classés parmi les équipes les moins pénalisées de la Ligue pendant 5 de ces 10 saisons. Derrière cette image de hors-la-loi se cachait une équipe disciplinée, préparée et farouchement loyale. Pourtant, la post-saison était synonyme de déchirement. À partir de 1969, les Raiders ont dominé la saison régulière, remportant 7 titres de l'AFC West et atteignant les playoffs à 8 reprises. Pourtant, la déception les a suivis. Lors de la première année de Madden, ils ont terminé 12-1 pour perdre le AFL Championship Game face aux Kansas City Chiefs. Puis vinrent les défaites écrasantes. La réception immaculée contre les Steelers en 1972, la défaite contre les Dolphins en 1973, 5 défaites lors de l'AFC Championship Game ont gravé un récit douloureux autour de sa carrière. Les critiques l'ont étiqueté comme un entraîneur qui ne pouvait pas gagner les plus grands matchs, un fardeau qu'il portait tranquillement, en dépit d'un succès constant. Finalement, en 1976, tout a changé. Les Raiders ont battu les Steelers dans le AFC Championship Game et se sont qualifiés pour le Super Bowl XI où ils ont battu les Minnesota Vikings.
La victoire a effacé des années de doute et scellé l'héritage de John Madden, même si les pressions invisibles qui allaient bientôt l'éloigner du jeu continuaient à s'accumuler sous la surface. Il a calmé les critiques. Il a prouvé que la méthode de Madden pouvait mener au sommet. Son nom s'est installé parmi les grands entraîneurs de ce sport. Pourtant, au sein de l'organisation des Raiders, il vit sur une corde raide. Le propriétaire Al Davis est puissant, exigeant et profondément impliqué dans les décisions footballistiques. Madden doit travailler avec lui, le persuader et gagner son approbation tout en protégeant les liens qu'il entretient avec ses joueurs. Il a dit un jour qu'il avait dû vendre ses idées à Davis. Cela montre à quel point le poste exigeait un équilibre. Il devait satisfaire le propriétaire sans perdre le vestiaire. Cet équilibre a contribué à façonner la légende des 1970 Raiders. John Madden a passé 10 saisons consécutives à transformer les Oakland Raiders en quelque chose qui semblait plus grand que le football lui-même. De 1969 à 1978, ces équipes n'ont jamais connu d'année perdante, pas une seule fois. Elles ont accumulé un bilan de 103 victoires, 32 défaites et 7 matchs nuls. Ce qui lui donne un 7 de 59% de victoire le plus élevé pour un entraîneur principal ayant au moins 100 matchs dans la NFL moderne. On avait l'impression que chaque saison ajoutait une nouvelle couche à la même montée et à la même vague. En 1969, les Raiders ont fait 12-1-1 et n'ont perdu que contre les Chiefs de Kansas City dans le match de titre de l'AFL. Puis, saison après saison, ils se sont maintenus au-dessus de 8 victoires, traversant des périodes difficiles, tout en restant forts. En 1976, ils ont atteint 13-1, la meilleure marque de l'AFC. Peu importe qui ils ont affronté, ils ont continué à grimper. Année après année, la Ligue constate la même chose, Oakland est l'équipe à battre. Alors que les Steelers, les Cowboys et les Dolphins remportent des Super Bowls, à cette époque, c'est Oakland qui se présente comme une menace permanente. Madden a construit une machine qui refusait de ralentir. Les Raiders ont atteint les séries éliminatoires 8 fois au cours de ces 10 saisons et se sont rendus 7 fois au match de championnat AFL ou AFC. Il est devenu presque routinier pour eux de jouer jusqu'à la fin du mois de janvier. Ils se sont battus pour le titre de la conférence en 1969, 1970, 1000, 973, 1974, 1975, 1976, et 1977, en rencontrant des équipes comme les Chiefs, les Colts, les Dolphins et les Steelers. La seule véritable pause dans ce parcours s'est produite en 1971, lorsqu'ils ont terminé 8-4-2 et manqué la post-saison. Pourtant, malgré toute leur force, ils ont continué à échouer de justesse. En 1969, ils ont perdu 17-7-7 contre les Chiefs. En 1970, ils ont perdu 27-17 contre les Colts. Les Steelers les ont éliminés en 1974 et en 1975, Même les Dolphins les ont arrêtés en 1973, Cela a créé une étrange tension autour des Raiders. Ils ont toujours été assez bons pour atteindre le bord de la gloire et repartir les mains vides. Puis 1976, la seule saison où tout s'est enfin enclenché. Ils ont battu les Steelers 24-7 fois dans le championnat AFC et ont continué jusqu'à ce qu'ils atteignent le sommet. Cette constance n'est pas le fruit de la chance. Madden s'entraînait d'une manière qui paraissait simple, en apparence, mais qui était d'une rapidité féroce en dessous. Il pensait que les joueurs fatigués perdaient en fin d'année, c'est pourquoi il faisait des entraînements plus courts et plus pointus que ceux des autres équipes. Certains jours ne duraient que 45 minutes, mais pendant ces minutes, le rythme était si rapide que les joueurs avaient à peine le temps de respirer. Il répétait des jeux clés encore et encore jusqu'à ce qu'ils deviennent automatiques. Il faisait aussi confiance à ses gars. Il gardait le vestiaire ouvert et traitait tout le monde comme des adultes. Ses règles ne semblaient pas compliquées, être à l'heure, être attentif et jouer comme un diable quand il le leur demandait. Ces 3 choses ont façonné l'ensemble de l'équipe. Les Raiders frappaient fort, se testaient les uns les autres, riaient fort et restaient frais dans les moments importants. Leur défense avait la même personnalité. Elle était physique au point de devenir chaotique, parfois à la limite de l'excès. Ils ont été plusieurs fois en tête du classement des pénalités et étaient connus pour repousser les limites de toutes les règles qu'ils pouvaient appliquer. Les quarterbacks ressentaient la pression avant même que le match ne commence. Les receveurs savaient que les coups allaient être rapides et fréquents. Les drapeaux ont volé, mais les pertes de balles aussi.
Les fumbles forcés, les interceptions et les sacs se sont accumulés dans les moments clés. Dans 1976, cette défense a contribué à porter l'équipe vers son record de 3 victoires et sa participation au Super Bowl. Madden pensait que la pression créait des erreurs et que les erreurs créaient des victoires. Il a donc laissé la défense jouer avec un avantage que les autres équipes craignaient et que les officiels s'efforçaient de contrôler. Parce qu'ils n'arrivaient pas à franchir le seuil de la porte, les gens ont commencé à parler d'une malédiction. Les fans ont plaisanté à ce sujet, les journalistes l'ont répété. De 1969 à 1975, les Raiders ont perdu 5 matchs de championnat de l'AFL ou de l'AFC. Chaque défaite a donné plus de poids à l'histoire. Les Chiefs ont commencé, puis les Colts, puis les Dolphins, puis les Steelers à 2 reprises. Peu importe la force des Raiders pendant la saison régulière, la fin est restée la même. Année après année, le chagrin d'amour s'est amplifié et le bruit d'une malédiction les a suivis partout. Puis 1976 est venu et a tout changé. Ils ont battu les Steelers. Puis ils ont marché jusqu'au Super Bowl 53 et se sont enfin libérés de l'histoire qui les suivait depuis si longtemps. La percée s'est produite après cette saison 13-1. Leur seule défaite a été une 48-17, de la part des Patriots dans la semaine 4, mais ils l'ont surmonté. Dans le championnat AFC, ils ont battu les Steelers 24-7, ce qui signifiait beaucoup parce que Pittsburgh les avait éliminés lors de 5 rencontres consécutives en play-off, y compris le match avec la réception immaculée dans 1972, le 9,1977, janvier au Rose Bowl. Les Raiders écrasent les Vikings 32-14 pour remporter leur premier trophée Lombardie. Ken Stabler lance pour 180 yards et 2 touchdowns. Fred Beletnikoff capte 5 passes pour 78 yards et se voit décerner le titre de MVP meilleur joueur. Après tant d'échecs douloureux, Madden a eu l'impression que toute une vie de pression s'était enfin envolée de ses épaules. Le style d'entraînement de Madden convient parfaitement aux Raiders, dur, audacieux et plein d'arrogance. Ses équipes vivaient selon le slogan de l'engagement pour l'excellence et le soutenaient avec des stars comme Willie Brown, Ted Hendricks, Gene Upshaw et Art Shell. Il laissait ses joueurs être eux-mêmes. Cheveux longs, attitude bruyante, personnalité sauvage. Rien de tout cela n'avait d'importance pour lui. Ce qui comptait, c'était l'effort et la concentration sur le terrain. Sauter hors jeu le rendait fou. Les mauvais plaquages le rendaient furieux. Mais si un joueur pouvait se présenter et se battre pour chaque centimètre le dimanche, Madden était avec lui jusqu'au bout. Cette énergie a porté les Raiders à 7 matchs de championnat AFC consécutifs de 1973 à 1977, une série qu'aucune autre équipe n'a égalée. Le titre 1976 a fait entrer Madden dans l'histoire du football. Mais derrière toute cette gloire se cachait un corps qui se décomposait lentement. Pendant des années, Madden a lutté contre des ulcères hémorragiques. Chaque défaite en séries éliminatoires les aggravait. À 1977, son état de santé se dégradait rapidement. La pression de chaque saison le rongeait. Les longs vols, le manque de sommeil, le stress incessant et les mauvaises habitudes alimentaires le poussaient vers l'épuisement. Il devait subir des opérations pour des problèmes articulaires et les ulcères ne lui laissaient jamais de répit. Les années passées à se surpasser ont été accompagnées d'une douleur silencieuse que personne ne voyait le jour du match. Tout a atteint la limite en 1978, Les Raiders ont fait 9-7 et ont manqué les playoffs pour la première fois depuis 1960 et 11, À la fin de la saison, Madden a choqué la ligue. À l'âge de 42 ans, il s'est retiré du métier d'entraîneur. Il a parlé d'épuisement professionnel d'ulcères et du désir de passer du temps avec sa famille. Il a déclaré qu'il ne savait même pas ce qui allait suivre. Il voulait simplement faire enfin ce que sa femme et ses 2 enfants voulaient pour changer. Son pourcentage de victoires de 7,59 et sa décennie de victoires ininterrompues ont rendu la retraite encore plus surprenante. Personne ne s'attendait à ce qu'un entraîneur de son niveau s'en aille si jeune. Mais un autre chapitre s'est ouvert presque immédiatement. En 1979, CBS l'a engagé comme diffuseur. À l'époque, la plupart des analystes semblaient rigides à la télévision. Madden avait l'air vivant. Il décrivait les jeux comme s'il était encore sur la ligne de touche, parlant aux fans de tous les jours, rendant le jeu simple et amusant à regarder. 2 ans plus tard, CBS sait qu'elle tient quelque chose de spécial. En 1981, il rejoint leur meilleure équipe de diffusion. Puis CBS l'associe à Pat Summerall et un déclic se produit.
Les deux hommes ont travaillé ensemble pendant 21 ans et ont couvert plus de 300 matchs, dont 8 Super Bowls. Leur alchimie était si naturelle que les fans prononçaient souvent leur nom comme un seul homme. Leur premier Super Bowl ensemble a eu lieu en 1982, et leur dernier en 2002, après que les Patriots ont battu les Rams. Ensemble, ils ont façonné ce que devait être le football à la télévision. Dans 1982, Madden a ajouté une autre touche qui l'a rendu inoubliable. Il a utilisé le Telestrator en direct à la télévision pour la première fois. Avec des cercles, des flèches et des gribouillis rapides, il décrivait les jeux d'une manière qui faisait sourire les fans tout en leur permettant de comprendre le sport. Son enthousiasme rendait tout meilleur. Très vite, le Telestrator est apparu dans des procès, des émissions d'information, des sketchs comiques et même dans Saturday Night Live. La personnalité de Madden le porte encore plus loin. Ses mots forts et enjoués, tels que boom wham et doink, entrent dans la conversation de tous les jours. Les enfants les répètent, les adultes en riennent. Et les publicitaires le voulaient sur leurs écrans. Il apparaissait dans des publicités, des dessins animés et des talk-shows, parce que sa présence attirait les gens sans même qu'ils aient à faire d'efforts. Au cours de sa carrière de radiodiffuseur, il a remporté plusieurs Emmy Awards dans le domaine du sport. Il a couvert plus de 500 matchs de la NFL. Il est devenu le seul radiodiffuseur à avoir travaillé pour CBS, Fox, ABC et NBC. Son Emmy pour l'ensemble de sa carrière, en 2010, a confirmé ce que les fans savaient déjà. Madden avait changé la façon dont les gens regardaient et comprenaient le football. La peur de l'avion de John Madden a pris le dessus sur sa vie. Après un seul moment sur un vol de Tampa en novembre 1979, la porte de la cabine s'est refermée et quelque chose s'est brisé en lui. L'air était étroit, les murs plus proches. Il a dit plus tard qu'il avait pensé se lever et tirer la porte de secours pour sortir. Il savait qu'il pouvait soit paniquer, soit rester assis et se battre. Il a choisi de rester sur son siège. Mais c'est la dernière fois qu'il a pris l'avion. Sa peur n'était pas liée aux turbulences ou aux hauteurs, mais à la sensation d'être prise au piège. Et le vieux souvenir de l'accident de Cal Poly, qui a coûté la vie à 16 joueurs, à un manager et à un entraîneur, est resté dans sa mémoire. Beaucoup d'entre eux étaient proches de son âge. Cette perte est restée dans sa tête pendant des années et a rendu la peur plus forte. Après Tampa, il a fait une promesse: ne plus prendre l'avion. Jamais. À partir de ce moment-là, le reste de sa carrière s'est déroulé sur le terrain. Pour continuer à présenter des matchs à travers le pays, il avait besoin d'un véhicule qui puisse l'emmener partout. Le Madden Cruiser est donc né en 1987, Greyhound l'a d'abord proposé dans le cadre d'un accord lié à la publicité et aux conférences. Rapidement, le bus s'est transformé en une maison roulante avec un grand lit de nouvelles technologies et des téléviseurs alignés pour qu'il puisse étudier les matchs sur la route. C'est devenu un petit monde à part entière. Les fans le suivaient, le trouvaient dans les parkings et l'attendaient dehors pour prendre des photos. Le cruiser parcourait près de 80 000 miles chaque année, d'un océan à l'autre. De stade en stade, il se déplaçait sans jamais avoir besoin d'un avion. Longtemps après sa retraite, il a offert le cruiser original au Pro Football Hall of Fame, panthéon du football professionnel. Et il est toujours là portant l'histoire d'un homme qui a refusé de laisser la peur bloquer l'œuvre de sa vie. Puis les 1990 premières années sont arrivées et ont tout changé autour de lui. CBS a perdu les droits NFC en 1993, et soudain les réseaux se sont battus pour Madden. Il savait qu'il pouvait changer l'audimat en se montrant simplement. La Fox a pris une décision audacieuse. Elle a payé environ 400 millions de dollars par an pour les droits de la NFL et a proposé à Madden un contrat d'une valeur d'environ 8 millions de dollars par an. Il devient alors le présentateur sportif le mieux payé du pays. NBC tente de le retenir en lui faisant de grandes promesses. Il est même question de lui construire un train de luxe pour qu'il n'ait plus besoin de prendre l'avion. Il a tout de même choisi la Fox. Cette décision a contribué à faire de la Fox l'un des principaux foyers de la NFL et à modifier l'équilibre des pouvoirs dans le domaine de la télévision sportive. Son parcours d'entraîneur à icône du jeu a commencé dans 1984, lorsque Trip Hawkins d'Electronic Arts est entré avec une idée en tête. Il voulait un jeu de football portant le nom de Madden. Madden a dit oui, mais il voulait du vrai football, pas quelque chose d'édulcoré. Il voulait 22 joueurs sur le terrain. Cette seule demande a tout ralenti. L'ordinateur Apple II pouvait à peine la gérer. 4 longues années se sont écoulées
avant que John Madden Football ne sorte enfin en juin 1988, Mais l'attente a été récompensée. Le jeu comportait de vrais jeux, une vraie stratégie et de vrais mouvements de football. Il ressemblait au sport qu'il aimait, et les joueurs ont tout de suite remarqué la différence. Le cœur du jeu était son réalisme. Roban Antonic, l'un des principaux développeurs, a travaillé en étroite collaboration avec Madden pour faire en sorte que chaque règle et chaque formation semblent vraies. Les graphismes étaient simples, mais la profondeur était énorme. On pouvait appeler des audibles, on pouvait voir les blessures, la météo changeait le jeu. La nouvelle a commencé à se répandre parmi les fans. En 1990, EA a déclaré que le jeu était devenu un succès surprenant et qu'il s'était vendu à plus de 2 millions d'exemplaires en une semaine. Ce niveau d'excitation a transformé un lancement modeste en quelque chose d'énorme. Mais la véritable explosion s'est produite avec la version Sega Genesis en 1990. EA s'est associé à Park Place Productions. Et soudain, tout a semblé plus rapide et plus vivant. Madden sur la Genesis s'est vendu à 400 000 exemplaires alors qu'il n'en attendait que 75 000. Il est devenu le jeu qui a poussé les gens à acheter la console. Pendant un certain temps de 1992 à 1994, il a occupé la première place des classements de la Mega Drive. Cette série a contribué à faire de Madden un événement annuel et l'un des jeux de sport les plus importants jamais créés. Madden lui-même a pris le jeu au sérieux. Il ne s'est pas contenté d'apposer son nom sur la boîte. Il leur a donné son livre de jeu des Raiders de 1980, Il a expliqué les règles, donné des conseils sur la stratégie et même appris à l'équipe comment expliquer le football aux supporters pendant le match. Des études ont montré par la suite que les personnes qui jouaient à Madden comprenaient mieux les itinéraires de passe que les autres. Son amour personnel pour l'enseignement a permis d'établir un lien plus profond entre le jeu et le sport. La série est devenue une force culturelle. Madden NFL s'est vendu à plus de 70 millions d'exemplaires et a rapporté plus de 7 milliards de dollars. Chaque année, les fans attendaient de nouvelles fonctionnalités et une nouvelle star. Madden Ultimate Team in 2009 a poussé la série encore plus loin en offrant aux joueurs de nouvelles façons de constituer des équipes et de s'affronter. Le jeu a façonné les conversations sur le football, l'apprentissage et la façon dont les fans perçoivent ce sport. Même les personnes qui n'ont jamais vu Madden entraîner ou l'entendre prononcer un match connaissent son nom grâce à la franchise. Mais les années n'ont pas toujours été clémentes pour lui. Madden a grandi avec une hémophilie A héritée de son grand-père. Au fil du temps, il a subi 8 interventions chirurgicales, 2 prothèses de genoux, une opération de la valve mitrale du cœur à 60, puis des douleurs nerveuses, une forme de paralysie de la jambe droite causée par une névralgie fémorale. Son poids a accru la pression sur son cœur et ses articulations. Il a passé du temps dans les hôpitaux pour différentes raisons au fil des ans. Et il a continué à éviter les avions après 1979, se fiant à son bus, même si cela rendait le travail plus difficile. Peu à peu, ses problèmes de santé ont limité la fréquence de ses apparitions en public. Pourtant, il est resté impliqué dans le football aussi longtemps qu'il l'a pu. En 2006, il rejoint l'émission Sunday Night Football de NBC, ce qui fait de lui le seul diffuseur à présenter des matchs de la NFL pour CBS, Fox, ABC et NBC. NBC l'a engagé dans le cadre d'un contrat de 6 ans lié à l'accord de 6 milliards de dollars conclu par la chaîne avec la NFL. Il gagnait environ 4 millions de dollars par an, ce qui était moins que ce qu'il avait gagné à ABC, mais sa présence comptait plus que tout. Même à environ 70, il était toujours la voix la plus populaire du football. Puis en avril 2009, il a surpris tout le monde en prenant sa retraite. Sa dernière émission avait été le Super Bowl 13 en février, un match serré qui s'était terminé dans les dernières secondes. Il s'est retiré parce qu'il voulait passer du temps avec sa femme Virginia. Ils étaient mariés depuis près de 50 ans et il voulait être plus souvent à la maison et non sur la route. Il a remercié sa famille de l'avoir soutenu pendant des décennies. Chris Collinsworth a pris sa place, mais l'espace laissé par Madden était impossible à combler. Même après s'être retiré de la cabine, il a continué à faire partie du monde du football. Il apparaît dans des documentaires et conseille des personnes au sein de la ligue. Dans 2021, la Fox sort All Madden, un film qui montre comment il a façonné le jeu en tant qu'entraîneur-diffuseur et icône du jeu. Sa voix parvient toujours aux fans par le biais d'interviews d'histoire
et de célébration du sport. Puis vint le mois de décembre 28 2020 et Madden est décédé à son domicile de Pleasanton en Californie à l'âge de 85. La NFL a déclaré que sa mort était inattendue. L'annonce a eu lieu 3 jours seulement après la diffusion du documentaire à Noël. Les fans ont ressenti le choc car il était présent et actif peu de temps auparavant. Son long passé d'opérations chirurgicales et de problèmes cardiaques était bien connu, mais l'annonce finale a tout de même été ressentie comme soudaine. En tant qu'entraîneur des Raiders de 1969 à 1978, il a atteint les 100 victoires plus rapidement que quiconque avant lui. Son bilan est de 103 victoires, 32 défaites et 7 matchs nuls. Son pourcentage de victoire est de 7,9, le plus élevé des entraîneurs ayant remporté au moins 100 victoires. Il n'avait que 42 ans lorsqu'il a franchi cette étape. Il a conduit les Raiders à 8 participations aux séries éliminatoires et a remporté le Super Bowl pour Athènes en 1977. Les gens ont parfois dit qu'un Super Bowl n'était pas suffisant, mais ils ont ignoré la ténacité de cette époque. Ces équipes se sont battues contre les Steelers, les Dolphins et bien d'autres géants. Ils n'ont jamais reculé et n'ont jamais connu de saison perdante. Les déchirements des playoffs ont été durs, mais inoubliables. Les Raiders sont tombés face à Pittsburgh dans les matchs de championnat 1972, 1974, et 1975. La réception immaculée de 1972 reste l'un des jeux les plus controversés de l'histoire de la NFL. En 1974, ils éliminent enfin les Dolphins qui avaient été champions 2 fois de suite mais perdent à nouveau contre Pittsburgh. En 1976, les Raiders vont 13-1, survivant à un match serré contre la Nouvelle-Angleterre, puis battent Pittsburgh avant de remporter le Super Bowl. Les critiques ont parlé du titre unique, mais les joueurs qui l'ont vécu savaient à quel point cette décennie a été brutale. En tant que diffuseur, Madden a changé la façon dont les fans regardent le sport. Il a utilisé le téléstrator pour rendre les jeux clairs. Il s'est préparé pour les matchs avec la même attention que celle qu'il mettait à préparer ses adversaires. Il a remporté 4 Emmy Awards du sport. Sa voix et des expressions comme « boom » sont devenues partie intégrante du rythme sportif. Il a poussé les réseaux à utiliser plus de caméras et de meilleurs ralentis. Il a rendu le football plus facile à comprendre sans le rendre plus petit. Et dans les jeux Madden NFL est devenu un monde à part entière. En 2020, la série s'est vendue à plus de 130 millions d'exemplaires. La licence exclusive de la NFL en 2005 a donné au jeu de vraies équipes et de vrais joueurs. Les débats sur la classification des joueurs et la violence n'ont fait qu'accroître la notoriété de la série. Madden est même apparu comme un personnage dans certaines versions. Les équipes ont utilisé le jeu pour étudier les jeux et les fans pour apprendre la stratégie. Il est devenu un élément de la culture footballistique. Son influence s'est étendue à l'entraînement à la télévision et au jeu comme personne d'autre ne l'a fait. Il a façonné le sport à 3 moments différents, à 3 époques différentes. Chacun d'entre eux a laissé sa marque. L'entraînement lui a apporté le respect, la radiodiffusion lui a donné une voix. Les jeux lui ont laissé un héritage qui a touché des enfants qui ne l'avaient jamais vu sur une ligne de touche ou derrière un micro.